Le contrat d'assurance vie luxembourgeois est d'une grande flexibilité et d'un grand libéralisme au niveau contractuel. Et il est aisé de le mettre en garantie. Alors habituellement, on utilise le contrat d'assurance vie comme un instrument de prévoyance ou d'épargne. Et l'avantage de le mettre en garantie, c'est de pouvoir utiliser l'épargne qui est investie dans le contrat d'assurance vie pour pouvoir le mettre en garantie vis-à-vis d'un établissement prêteur. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez nécessairement une créance qui appartient potentiellement au souscripteur ou potentiellement aux bénéficiaires des prestations d'assurance. Cette créance, qui est en fin de compte un bien meuble incorporel, qui appartient au patrimoine du souscripteur ou potentiellement du bénéficiaire, peut être mis en garantie dans le sens où on a l'habitude d'utiliser des modes de sûreté tels que le gage, le cautionnement, l'hypothèque. Et à ce même titre, on va nantir, entre guillemets, gager le contrat d'assurance vie. Mais ce qui est intéressant à savoir pour le consommateur, c'est que ce sont des garanties qui sont extrêmement peu coûteuses à mettre en place, avec une sécurité maximale. Donc, que ce soit du côté de l'emprunteur ou de l'établissement prêteur, ça a un énorme avantage pour les deux parties. Par exemple, la plupart du temps, on ne voit pas un assureur facturer une mise en délégation ou une mise en gage du contrat d'assurance vie. Ça fait partie des services accessoires qu'offre l'assureur. Quand on pense à la comparaison avec une hypothèque, ça n'a aucune mesure, ou un cautionnement tout autant. Alors, le gagé, le nantir ou le délégué, il y a plusieurs modes de mise en garantie du contrat. La difficulté est toujours de trouver la bonne sûreté applicable au cas d'espèce. Dans certains cas, nous allons préférer le gage d'une police d'assurance. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons juridiques peut-être un peu complexes, on aurait besoin d'avoir un contrat accessoire au contrat de crédit initial ou au contrat d'assurance vie initial, puisque le gage est une sûreté qui est accessoire à l'obligation principale et ou garantie. On a aussi le mécanisme de la délégation. Alors le mécanisme de la délégation est issu du droit civil, du droit commun des obligations, et la pratique des affaires a imaginé, depuis de très nombreuses années, pouvoir mettre en garantie par délégation le contrat d'assurance vie. Alors, cette délégation, c'est un engagement autonome qui est d'une grande fiabilité. Aujourd'hui, on n'a pas de souci au niveau de son régime juridique. Cela fonctionne merveilleusement bien, avec, on peut dire, une grande sécurité pour l'établissement prêteur. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement autonome de l'assureur vis-à-vis d'une banque qui va prêter, où il sera un deuxième débiteur qui s'adjoindra au premier débiteur, celui qui bénéficie du crédit. Dans ce contexte, on peut imaginer que quand on a comme garant un assureur, on est dans une situation de confiance du marché qui est assez exceptionnelle, puisque on sait très bien que la faillite d'une compagnie d'assurance est quasi hypothétique. On peut aussi prévoir de céder les droits. C'est-à-dire que quand je suis souscripteur, j'ai un contrat d'assurance vie avec mon assureur. Dans ce cas-là, je vais pouvoir transférer des droits à des créanciers ou soit professionnels, soit privés. Et dans ce contexte, alors, on va se poser la question, qu'est-ce que je transmets ? C'est-à-dire que quand on met en garantie son contrat, qu'est-ce qui va devenir de ce contrat ? Et à ce moment-là, en fin de compte, c'est là où l'enjeu contractuel prend toute sa force. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir contractuellement dans cet acte, dans l'acte de délégation, de gage, de nantissement, il va falloir contractuellement organiser
le transfert des droits. Pourquoi? Parce que la sécurité de l'opération va résider dans la rédaction même des droits qui vont être transférés et de la manière dont ça va être transféré. Au niveau des droits qui sont transférés du fait de la mise en garantie, alors il y a beaucoup de droits qui appartiennent aux souscripteurs, qu'on appelle des droits personnels, tels que le droit de rachat et le droit d'avance. Le droit de rachat, c'est le droit de racheter son contrat de manière totale ou partielle. Le droit d'avance, c'est le droit de demander à son assureur une avance, c'est-à-dire des sommes par avance sur les primes investies et sur la créance qu'il dispose à l'égard de l'assureur. Également, il y a ce qu'on appelle la transmission du droit d'arbitrage. Alors, qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage, c'est la faculté pour le preneur de choisir tel ou tel actif qui sera sous-jacent à son contrat d'assurance vie. Donc il est très important que ce choix soit encadré parce que la sécurité se base avant tout sur les actifs et la nature des actifs investis. Que l'on soit investi en actions ou en obligations, le risque ne sera pas traité de la même manière par l'établissement bancaire. Donc, il faut pouvoir avoir une mainmise sur le choix potentiel des investissements du preneur. Autre chose comme conséquence, c'est sur la désignation du bénéficiaire de la police d'assurance. Il faut savoir que vous avez désigné un bénéficiaire dans votre police d'assurance. À ce moment-là, à partir du moment où vous le mettez en garantie, et si le bénéficiaire n'a pas accepté, c'est une révocation du droit du bénéficiaire à bénéficier de la police. Donc ça, c'est quand même une conséquence fondamentale pour le droit du preneur. Et si par mégarde, il y avait eu acceptation du bénéfice de la police, alors dans ce cas-là, effectivement, il y aurait une priorité sur la clause bénéficiaire initialement décidée. Donc c'est un point très important qu'il faut regarder en pratique. Ce sont toutes les modalités prévues dans la clause bénéficiaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre conséquence? L'autre conséquence, c'est bien sûr que l'épargne est immobilisée le temps de l'obligation garantie ou de son remboursement. Alors après, les difficultés, c'est toujours de trouver une adéquation entre la durée du crédit et la durée du contrat d'assurance vie. Donc il y a des mécanismes à mettre en place dans les contrats, assez simples à vrai dire, pour régler les différentes durées de contrat. Puisque, imaginons un contrat de crédit vient à échéance avant un contrat d'assurance, j'ai pas de problème. Mais si j'ai un contrat d'assurance qui vient à échéance avant le contrat de crédit, effectivement, dans ce cas-là, il faut prévoir une adéquation et éventuellement un renouvellement de la police et ou une autre type de sûreté. Bon, au Grand-Duché de Luxembourg, on a des frontières qui sont très proches. Et nécessairement, on doit jouer avec les droits des pays voisins bien souvent. Alors, il y a une difficulté qui est que quand on a un élément d'extranéité dans un rapport contractuel, c'est-à-dire que j'ai un preneur d'assurance qui est français, j'ai mon assureur qui est luxembourgeois, et j'ai l'établissement bancaire qui est français, par exemple. Dans ce cas-là, va se poser la question de la loi applicable à la mise en garantie du contrat. Il faut savoir que autant le secteur de l'assurance vie est ultra réglementé par Solvency, distribution, etc. Tous les règlements PRIIPs, KID. Il faut savoir que la mise en garantie d'un contrat n'est pas prévue au niveau de l'Union européenne. Les sûretés ne sont pas régulées par des directives ou des règlements. Ce qui fait qu'on retombe sur un droit international privé classique, où il faudra repartir sur les bases que l'on connaît dans les relations internationales. L'avantage de la délégation par rapport au gage sera toujours
un engagement qui est un nouvel engagement autonome, qui fait que vous avez une plus grande sécurité dans l'approche du risque crédit, et également la délégation permet de ne pas pouvoir opposer des exceptions au non-paiement. Toutes les discussions que l'on peut avoir en termes de cautionnement sur est-ce que l'obligation initiale est toujours en vigueur, est-ce que je ne peux pas opposer tel ou tel fait, ou tel événement juridique, telle une faillite. Il faut savoir que si j'ai la faillite d'un preneur d'assurance, la délégation sera effective. Tandis que si on parle de gage ou de cession, non, pas de cession, mais si on parle de gage, la sûreté tombera en cas de faillite du preneur. Donc on a une garantie supérieure pour l'établissement prêteur. Après, l'assureur préférera peut-être aussi, lui, le gage. Pourquoi ? Parce qu'il colle plus à la relation contractuelle initiale et ne constitue pas un engagement supplémentaire.